Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 15 janvier, il est 8h30 et vous écoutez la matinale sur EDJ-FM. Au programme ce matin, on commencera avec le retour du service national revisité dans une formule volontaire et rémunérée qui séduit déjà les jeunes. On fera ensuite le point sur la mobilisation des médecins de ville dans les Alpes-Maritimes, une grève qui pourrait durer. Direction les tribunaux aussi avec Marine Le Pen, de retour devant la justice en appel, un dossier aux enjeux autant politiques que judiciaires. On parlera santé avec une avancée majeure contre le diabète de type 1, tout juste validée par l'Europe. À l'international, focus sur la situation en Iran et ses conséquences, bien au-delà des frontières jusqu'ici à Nice. Retour également sur l'incendie de Grand Montana et les questions qu'il continue de soulever. Et puis du sport avec un hommage à Roland Courbis et un point sur la Coupe de France. Mais avant tout ça, place au Flash Info. Dans l'actualité ce jeudi, une mission militaire européenne débute aujourd'hui au Groenland. La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège vont y déployer des soldats pour une mission de reconnaissance dans le cadre de l'exercice danois Arctic Endurance. Selon le ministère français des Armées, les premiers militaires français sont déjà en route. Emmanuel Macron a confirmé que d'autres renforts suivraient dans les prochains jours. Les tarifs bancaires augmentent en moyenne de 3% cette année, selon une étude de l'association de consommateurs CLCV. La hausse est principalement portée par les coûts liés aux comptes et aux cartes bancaires. Les montants facturés pour la gestion des comptes progressent de plus de 6% pour atteindre près de 25 € par an, après une forte augmentation l'an dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour un briefing sur la situation en Iran. La réunion a été demandée par les États-Unis alors que Donald Trump affirme que la répression des manifestations aurait cessé. Le président américain continue de laisser planer le doute sur une éventuelle intervention militaire. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Ouganda. Le pays organise des élections législatives et présidentielles. Le président sortant, Yoweri Museveni, tente de prolonger un pouvoir qu'il exerce depuis près de 40 ans. À la CAN 2025, le Maroc, pays hôte, s'est qualifié pour la finale. Les Lions de l'Atlas ont éliminé le Nigeria au tir au but mercredi soir à Rabat, après une rencontre pourtant dominée. Ils retrouveront le Sénégal en finale, vainqueur un peu plus tôt dans la soirée de l'Égypte sur le score de 1-0. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ-FM et on ouvre à présent notre séquence info avec l'actualité de la semaine. Le service national fait peau neuve. Près de 30 ans après son retrait, sa forme hybride attire déjà de nombreux candidats. Marie de Groot. Les premiers candidats au service national volontaire ont pu s'inscrire dès ce lundi 12 janvier et la campagne paraît bien commencer. 3000 places au total sont à pourvoir et ils étaient déjà nombreux à candidater. On s'attend donc à une réussite et ne serait-elle pas due à sa forme hybride justement ? On peut le penser. 3000 postes à pourvoir pour une campagne dont les contours n'avaient pas été définis depuis 1997, fin du service national obligatoire, l'annonce aurait pu passer inaperçue. Mais ici, changement. Il est annoncé hybride, c'est-à-dire volontaire, mais aussi rémunéré. D'une durée de 10 mois, avec nourriture et logement gratuits, le service national rapporterait 800 € par mois. Une somme assez conséquente compte tenu du coût de la vie étudiante, et cette refonte du service national semble même aller plus loin, Marie. Oui, ce nouveau format de service national semble être un peu plus spécifique sur le profil des candidats. Devraient être recherchés des jeunes, pour la plupart déjà diplômés ou sur le point de l'être. L'armée souhaite recruter des personnes entre 18 et 25 ans, en bonne condition physique et avec en prime des connaissances en ingénierie informatique. Il se pourrait aussi que cette campagne ait trouvé sa voie via les réseaux sociaux. Possible, il faut d'abord faire remarquer que cette campagne est annoncée depuis novembre par Emmanuel Macron. Mais les récents coups de com' sur les réseaux sociaux ont probablement fait effet levier. Des youtubeurs comme Thibaut InShape ou Inoxtag, très populaires, avaient pu se prêter au jeu d'une immersion sur une base militaire. Les vidéos visionnées des milliers de fois ont su capter un public jeune, pile la cible. Et ce service national devrait contenir une autre nouveauté, non ? Oui, les candidats sélectionnés passeront 10 mois en service, mais l'objectif de l'armée à terme est de les garder dans les rangs plus longtemps, de créer une réserve fixe. Une fois formés, les jeunes du service national seraient maintenus actifs grâce à une remise à niveau. La raison ? Le gouvernement et l'état-major souhaitent répondre à une menace de plus en plus prégnante d'une escalade des conflits en Europe. Pour cela, ils comptent former 10 000 jeunes d'ici 2030. Les candidats ont encore 3 mois pour envoyer leur dossier via le site internet de l'armée, un service national dont les derniers contours se révéleront d'ici septembre prochain. Merci Marie.
La mobilisation des médecins de ville ne retombe pas. Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs centaines de praticiens libéraux restent mobilisés contre le budget de la sécurité sociale et la grève pourrait se poursuivre au-delà de ce jeudi 15 janvier. À Nice, patients et soignants s'organisent. Reportage de Thomas Noël. Cabinet fermé et délais allongés, l'organisation des soins est mise à l'épreuve. Et les patients comme Tommy s'organisent comme ils peuvent. J'ai pas pris de rendez-vous et je suis venu comme ça parce que j'ai appelé, donc personne n'a répondu. Je m'a dit il faut s'inscrire sur la liste d'attente. Je me suis inscrit vers 9h30. Ça fait 2 heures que vous attendez. Ouais. Si se déplacer n'est donc pas la solution, la téléconsultation pourrait être une alternative. Mais les pharmacies ne sont pas prises d'assaut, comme l'expliquent Juliette et Ludovic à Masséna. De téléconsultation ? Pas plus que d'habitude. On en a moins de 5 par jour. Et de temps en temps, on a des gens qui viennent faire de la téléconsultation, mais aujourd'hui, c'est plus facile de le faire via son smartphone que d'aller dans des cabines dans les entreprises. C'est sur Internet que l'affluence est très forte ces derniers jours. Julien, médecin généraliste pour la plateforme de téléconsultation Medadom, confirme la situation. Il y a une salle d'attente virtuelle, comme si tu étais dans une salle d'urgence. À partir du 100, il y a marqué 99 plus de gens dans la salle d'attente. Moi, j'ai vu ça la semaine dernière, mais je le vois aujourd'hui aussi cette semaine. Plus de patients aussi aux urgences du CHU de Nice. Pour éviter la saturation, les autorités recommandent d'appeler le 15 avant de se déplacer. De son côté, la grève des médecins devrait se finir ce matin. Marine Le Pen est de retour devant la justice. Elle comparaît depuis mardi en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Un procès décisif, à la fois judiciaire et politique, où l'on scrute de près la stratégie de défense qu'elle compte adopter, Léa Canet. Pour ce procès en appel, Marine Le Pen change surtout la manière de se défendre. Pas de volte-face sur le fond, elle continue de contester les faits, mais après un premier procès où la stratégie du déni frontal avait pesé dans la décision des juges, le ton est aujourd'hui plus calibré. Sa défense a été retravaillée, élargie, avec l'objectif clair de convaincre juridiquement, pas politiquement. Moins d'attaques contre la justice, moins de mise en scène militante, davantage de travail sur le droit et la procédure. Marine Le Pen le dit elle-même, elle espère être mieux entendue en appel par une nouvelle formation de magistrats. Cette bataille judiciaire conditionne directement la stratégie politique du Rassemblement national. En cas de nouvelle condamnation, la présidente des députés a prévenu, elle passera la main pour la présidentielle. Jordan Bardella s'y prépare sans le dire. Très exposé lors de ses vœux à la presse lundi, il s'en tient à la ligne officielle, soutien total à Marine Le Pen, défense de l'innocence du parti et une ambition officiellement limitée à Matignon. En attendant le verdict attendu cet été, le Rassemblement national joue donc sur 2 tableaux, défendre sa chef, tout en préparant discrètement l'hypothèse de la relève. Merci Léa, un calendrier judiciaire qui dictera le temps politique du Rassemblement national, alors que la présidentielle de 2027 est déjà dans tous les esprits. C'est une première en Europe dans la lutte contre le diabète de type 1. Ce lundi 12 janvier, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché de Tezeld, un traitement développé par Sanofi, une avancée majeure sur le plan médical. Si Tezeld vient d'être approuvé au niveau européen, il faudra encore patienter avant de le voir arriver concrètement dans les hôpitaux. Pascal Lamaury, président de l'Association des diabétiques des Alpes-Maritimes et de l'Est-Var, se réjouit de cette avancée, même si celle-ci a un coût. Donc c'est totalement révolutionnaire comme traitement, puisque c'est un traitement qui va agir en amont directement sur c'est au niveau immunitaire, ça va agir directement pour empêcher l'évolution d'un diabète de type 1 naissant. Dans les familles de diabète de type 1, il y a des tests génétiques qui peuvent être faits pour identifier les personnes qui vont développer un diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune. Quand j'avais lu un petit peu sur le produit qui me semblait absolument génial, c'est qu'on pouvait retarder, mais de manière vraiment importante, l'apparition du diabète de type 1. Au vu des études, en fait, le retard de développement du DT1 et d'un laps de temps relativement court. Selon le prix du produit, ça peut être ou pas intéressant. Des propos recueillis par Héloïse Karlicki. Un point sur l'international à présent, alors qu'en Iran, la situation reste extrêmement tendue. Selon l'ONG Iran Human Rights, des milliers de personnes ont été tuées depuis le 9 janvier, tandis que les arrestations se multiplient. Le pouvoir, lui, affiche sa fermeté, multiplie les démonstrations de force et hausse le ton, y compris face à l'Occident. Dans ce contexte, les conséquences se font sentir bien au-delà des frontières iraniennes, jusque dans la vie quotidienne de la diaspora. Fahimeh Parsaei, d'origine iranienne et installée à Nice depuis 5 ans, raconte combien les contacts sont devenus difficiles avec sa famille restée sur place.
Franchement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe là parce qu'aujourd'hui, c'est le 4e jour que Internet a été coupé. La seule chose qu'on sait, qu'ils ont vraiment tué partout et parfois, ils ont dit que c'est 5000 personnes qu'ils ont tuées pendant 2 nuits. J'ai une amie qui a Internet et Starlink, mais pendant ces 4 jours, j'ai aucune de nouvelles de elle aussi. Et aujourd'hui, elle m'a fait contacter et elle m'a dit que Fahimé, pardon, c'est nous aussi que la police a attaqué à notre maison et ils ont ramassé Starlink. On a acheté encore un autre. Ils ont dit aussi qu'on est bien, on est bonne santé. C'est tout. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement avec les détails. Non, on ne sait pas. Des propos recueillis par Alexandre Percevaux. Le soir du Nouvel An, un incendie se déclare dans un bar à Crans-Montana, mais au lieu de fuir, certains continuent de danser et de filmer. Les images choquent et beaucoup s'interrogent sur les réseaux. Pourquoi n'ont-ils pas directement fui ? Un reportage de Léna de Quillac. Nous sommes le 1er janvier 2026. Il est 1h30 du matin. L'incendie du bar Constellation à Crans-Montana a débuté. Les festivités prennent toute autre tournure pour laisser place à l'horreur. Face aux flammes, des victimes courent, d'autres crient, filment la scène ou continuent de danser. Pour ces étudiants, filmer avant de fuir est compréhensible. Je trouve pas ça très responsable, mais en même temps, ils étaient dans un bar, donc ils étaient sûrement alcoolisés, ils se rendaient pas forcément compte du danger. Je pense qu'ils avaient pas trop la conscience du risque. Pour moi, il y a plein de choses qui font que ça s'est passé comme ça aurait pu se passer pire, voire mieux. C'est le Nouvel An, on fait un peu la fête, on est avec les copains, ils étaient un peu alcoolisés. Et je pense sur l'euphorie, tu comprends pas que c'est vraiment dangereux. Il y a moyen que même moi j'aurais sorti, filmé, rigolé, tout ça. Selon le psychiatre Jérôme Palazzolo, ce comportement s'explique par une réaction de sidération, un moment de figement qui fonctionne de manière quasiment automatique. Dans ce cadre, le téléphone devient presque un réflexe conditionné, parce que nous avons appris à passer par l'écran pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Tant que le danger n'est pas perçu comme immédiat, le cerveau peut sous-estimer la menace et privilégier l'observation plutôt que la fuite. Filmer était donc leur manière de faire face au danger, une tentative de donner du sens à l'événement qui se produit. Il était une figure incontournable du football français, reconnaissable à son tempérament de feu et à son franc-parler. Roland Courbis est décédé ce lundi 12 janvier 2026 à l'âge de 72 ans. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille ou de Monaco, il a également été cet entraîneur marquant de la Ligue 1, Daniel Kolchanov. Roland Courbis était un personnage à part dans le paysage du foot français. Un enfant terrible né dans les quartiers nord de Marseille. Il a donc forcément le foot dans la peau, dans le sang, et son sang à lui, il était bouillant. En tant que défenseur dans les années 70-80, il était caractérisé comme un joueur rugueux, que ce soit en portant le maillot de l'OM, d'Ajaccio, du club grec de l'Olympiakos, Sochaux, Monaco ou celui de Toulon. Mais c'est surtout en tant qu'entraîneur qu'il se fait remarquer, notamment pour son style cash et ses coups de gueule. Vous n'avez pas l'impression d'être une grande gueule ? Grande gueule est-ce que c'est un défaut déjà ? Donc je ne suis pas sûr. Hein. Si je gueule de temps en temps, si je proteste, il faut qu'on sache quand même, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir raison. Mais comme je ne suis pas sûr non plus d'avoir tort, je gueule. En 1986, à seulement 33 ans, il devient l'entraîneur de Toulon, puis de l'US Andoum, mais c'est véritablement à Bordeaux qu'il va se révéler. Lors de la saison 92-93, il emmène les Girondins, alors fraîchement promus, à la 4e place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Coupe UEFA, avec Lizarazu, Dugarry ou encore Zidane, surnommé Zizou pour la première fois. Il réitérera le même exploit la saison suivante avant de quitter Bordeaux. Le président de l'époque, Alain Afflelou, estimait que Courbis nuisait à l'image du club à cause d'un comportement jugé sulfureux. Des passages marquants à Toulouse, Marseille, Lens, par 2 fois Ajaccio et Montpellier marquent encore un peu plus la légende de coach Courbis. Son match marquant, c'était quand même bien ce Bordeaux-Montpellier où les Héraultais menaient 4-0 à la mi-temps avant que les Girondins ne renversent la vapeur en s'imposant finalement 5-4. Quand je pense qu'on va gagner 5-4. C'était les mots de Roland Courbis à la mi-temps pour un certain Jean-Louis Gasset, décédé le 26 décembre dernier. Des punchlines qu'on a eu le bonheur de retrouver entre 2005 et 2024, alors qu'il entraînait toujours. Coach Courbis devient alors consultant Courbis à la radio et à la télé. On pouvait y retrouver ses avis très tranchés comme sur RMC. Ce problème pour moi, c'est que j'ai la prétention de connaître ce que doit faire un arrière-gauche.
Evra, pour moi, c'est un ailier gauche moyen, qui de temps en temps se rappelle qu'il joue arrière-gauche, qui accompagne ses adversaires sans les empêcher de centrer, qui parle de lui-même en disant « je suis un guerrier » et qui tourne le dos chaque fois qu'il y a un tir au but, de peur des fois de le prendre dans la poitrine, voire sur le visage, et qui en plus de ça n'a aucune connaissance. Et là, c'est désolant quand même pour mes collègues de profession, même si moi je suis un petit entraîneur, quand tu as le ballon au poste d'arrière-gauche, tu ne donnes pas en trottinant, sans te soucier de quoi que ce soit, le ballon à celui qui est devant toi et sans savoir s'il maîtrise l'action, partir derrière lui en position des fois de hors-jeu. Evra, c'est le seul arrière-gauche au monde à être de temps en temps hors-jeu. Cette franchise a marqué de nombreuses générations de fans de football. Cette authenticité qu'on lui connaît lui a pourtant joué bien des tours dans sa vie, comme 2 courts séjours en prison en 1990 et 2009, une balle de 9 mm reçue dans l'abdomen en 1996 à Hyères, son ami Dominique Rutilli, alors président du club de Calvi et membre présumé du gang de la Brise de Mer, était abattu dans un règlement de compte. Et aussi des folles sommes remportées au casino, comme les 1,6 million de francs gagnés à la roulette du casino de Beaulieu-sur-Mer en 1988. Aujourd'hui, c'est cette bonhomie qu'on retient de Christophe Dugarry, joueur que Roland Courbis a le plus entraîné. 150 matchs où on s'est côtoyé avec tous les deux têtes de con par moment, donc ça a été parfois compliqué, mais aussi là il a énormément compté dans ma carrière. Lui et Aimé Jacquet sont les 2 coachs qui ont le plus compté dans ma carrière et qui ont été décisifs. Quoi qu'on en dise, Roland a été un grand entraîneur. Il a fait aussi de moi l'homme que je suis aujourd'hui. On s'est beaucoup fâché, on s'est beaucoup disputé, mais j'adorais parler avec lui et c'était quelqu'un de très important. Ça a été un peu un papa du foot pour moi, c'était quelqu'un d'important. Quand j'avais des doutes, je l'appelais et il me donnait son avis. Ouais. Une personnalité attachante et chaleureuse pour Didier Deschamps, Zinedine Zidane est triste et très ému. Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain. C'était un mec très attachant et entier, a posté Zizou sur son compte Instagram. Un point sur la Coupe de France qui a repris ses droits le week-end dernier et s'est même invité lundi et mardi, et on a eu quelques surprises, Daniel. C'était l'un des événements de ces 16e de finale. Hendrik, l'attaquant du Real Madrid prêté à l'OL, a fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs dans un choc face à Lille. Auteur d'une bonne prestation, le prodige brésilien de 19 ans a marqué son premier but. Victoire 2-1 dans le Nord pour les Lyonnais. Le RC Lens, leader de Ligue 1, a été sérieux en Franche-Comté en battant Sochaux 3-0. Nice s'est difficilement imposé au tir au but contre Nantes à la Beaujoire et rallie les 8e de finale, tout comme Monaco qui s'est sorti du piège d'Orléans en gagnant 3-1. Lundi a été fatal pour Paris, mais lequel ? Dans le derby francilien, le Paris FC a dominé le PSG en s'imposant 1-0 grâce à un but de Jonathan Iconé, ancien Titi du Paris Saint-Germain. Les Marseillais ont quant à eux déroulé à Bayeux en l'emportant 9-0, grâce notamment à un triplé de Mason Greenwood. Fortune diverse pour les gros de Ligue 1 lors du tirage au sort des 8e de finale. Duel de leader entre Lens et 3, premier de Ligue 2. L'OL recevra Laval, Montpellier se déplacera à l'Alliance Riviera de Nice et ça se corse pour Monaco qui ira à Strasbourg avant le choc de ce tour entre Rennes et l'OM. Des matchs qui se joueront début février. Merci aux chroniqueurs pour leur regard sur l'actualité de la semaine. Dans un instant, ils partageront leur coup de cœur du moment, mais juste avant, on écoute Madonna et son titre Hung Up sur EDJ FM. C'était Madonna avec Hung Up sur EDJ FM et on enchaîne tout de suite avec nos cartes blanches. Les chroniqueurs vous partagent leur coup de cœur ou leur rendez-vous manqué du moment, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, une initiative locale, bref, ce qui les a marqués cette semaine. Et un film, pour commencer, inspiré de faits réels, est sorti au cinéma hier, l'affaire Bojarski, un nom sûrement peu connu de notre génération et pourtant une histoire étonnante, un faussaire au cœur du récit. Thomas Noël l'a vu pour nous. Alors, petite question pour commencer, est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de Bojarski ? Pas vraiment, non. Non. Voilà, normal. Et deuxième question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un faussaire ? Tu vas nous en dire beaucoup plus, Thomas. Un faussaire, c'est un reproducteur d'œuvres et dans cette histoire de faux billets.
Un hacker, mais version ancien monde, à l'époque du cash, du papier, de l'encre et du filigrane. Autant dire qu'à l'ère de la carte bleue et des crypto-monnaies, ce genre de génie criminel et artisanal ne pourrait clairement plus exercer aujourd'hui. C'est justement ce que raconte cette affaire Bojarski. Jan Bojarski, ingénieur polonais réfugié en France après la Seconde Guerre mondiale, devenu l'un des plus grands faussaires de billets de son époque, à tel point que même De Gaulle connaissait son nom. Mais alors Thomas, est-ce que le film vaut le coup ou pas ? Oui, clairement oui. Alors attention, on n'est qu'au début de l'année, donc dire que c'est le film de 2026, ce serait vraiment exagéré, vu les sorties à venir, mais un très bon film, solide, élégant et bien réalisé. Mention spéciale à Bastien Bouillon, on voit l'acteur beaucoup en ce moment, c'est vrai, mais s'il est partout, c'est pour une bonne raison, il joue sacrément bien. Autre gros point fort, les tenues du film, signé Dorothée Guiraud, des costumes croisés magnifiques, une silhouette reconnaissable et pourtant à chaque scène des motifs, des détails différents, toujours juste, mais surtout toujours chic. Même chose pour Sarah Guiraudot, j'adore cette actrice et comme d'habitude, elle ne déçoit pas. Les décors sont impeccables, la musique originale fonctionne très bien, bref, c'est du propre. Mais alors Thomas, est-ce que ce serait pas un sans faute, une première pour une matinale ? Presque Léa, presque, parce que j'ai quand même quelques petites réserves. D'abord, Reda Kadeb. Dans le rôle principal, son jeu est très froid, intérieur, ça fonctionne pour montrer la méticulosité, la discrétion de Bojarski, mais il manque selon moi la flamboyance de l'escroc de génie que le scénario nous promet. Un Romain Duris, un Tahar Rahim ou un Mathieu Amalric qui a des origines polonaises aurait apporté quelque chose de plus incandescent. Même point gênant, Pierre Lotin. Dans le rôle de l'ami polonais, accent peu convaincant, jeu inégal, on peut franchement se demander pourquoi ne pas avoir choisi un acteur d'origine polonaise. Et puis il y a un souci dans la deuxième partie du film, le temps qui passe n'est plus indiqué. On comprend que des années défilent, surtout parce que les personnages vieillissants nous le disent. Dommage, même si la réalisation reste très maîtrisée, car cela dit, les 2 heures de film passent très vite, et ça, c'est toujours bon signe. Un biofiction sur un escroc d'un autre temps, à voir, tant qu'il reste encore un peu de cash dans nos poches. L'affaire Bojarski, réalisée par Jean-Paul Salomé, est sortie hier en salle dans tous les cinémas de France. On poursuit avec de la douceur et une comédie romantique qui tombe à pic à l'hiver. People We Meet on Vacation est sorti vendredi dernier sur Netflix et s'annonce comme le film phénomène de la plateforme en ce début d'année 2026. Léa Canet. Il y a des comédies romantiques qui racontent une histoire d'amour. Et puis il y a celles qui racontent quelque chose de plus vaste et de plus intime. People We Meet on Vacation, l'adaptation du roman d'Emily Henry, fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Sur le papier, l'histoire est simple. Poppy et Alex sont meilleurs amis depuis la fac. Une fois par an, pendant plus de 10 ans, ils partent ensemble une semaine en vacances. C'est leur rituel, leur point fixe. Mais tout les oppose. Poppy est extravertie, spontanée, toujours en mouvement. Alex est réservé, méthodique, rassuré par la stabilité. À l'écran, Emily Bader et Tom Blythe incarnent ce duo avec une évidence troublante. On pourrait se dire que c'est une rom-com de plus ? On pourrait, oui, mais évidemment ce n'est pas si simple, parce que Poppy et Alex ne se voient presque qu'en vacances. Le reste de l'année, ils vivent chacun leur vie séparément. Ils changent, ils doutent, ils grandissent. Et chaque été, chaque voyage devient une forme de retrouvailles, mais aussi de redécouverte. Ils retrouvent l'autre, oui, mais jamais exactement le même. Il y a l'Alex d'avant, puis celui d'après. Il y a la Poppy insouciante, puis celle qui a pris quelques coups. Ils apprennent à aimer non pas une personne figée, mais une succession de versions. Donc on peut dire que ce n'est pas un film qui parle que d'amour. Non, en effet c'est un film qui parle du temps et de ce qu'il nous fait. Et c'est là que le titre prend tout son sens. People We Meet on Vacation, littéralement les gens qu'on rencontre en vacances. Et si ces gens-là, ce n'étaient pas seulement les inconnus croisés sur une plage ou dans un avion, mais aussi nous-mêmes, ces versions de nous qui apparaissent loin du quotidien, quand les habitudes tombent, quand on se permet d'être plus sincère ou vulnérable. Le film suggère une idée à la fois douce et profonde, parfois on ne se révèle vraiment qu'ailleurs, et ceux qui nous aiment doivent apprendre à reconnaître ces nouvelles facettes. La mise en scène épouse parfaitement ce propos. Le récit alterne entre présent et souvenir, entre retrouvailles à Barcelone et voyages passés. L'adaptation resserre intelligemment le roman, simplifie les allers-retours, laisse respirer l'émotion. Les dialogues sont naturels, souvent drôles, jamais cyniques. Rien n'est surjoué, tout passe par les regards, les silences et les décalages. Présenté comme un héritier de quand Harry rencontre Sally, People We Meet on Vacation mérite cette filiation. Comme lui, il parle moins du coup de foudre que de la durée, moins du moment où l'on tombe amoureux que de celui où l'on choisit ou non de rester. C'est une rom-com, certes, mais c'est surtout un film sur l'acceptation du changement, sur l'idée que s'aimer, ce n'est pas se retrouver tel qu'on était, c'est de continuer à se reconnaître même quand on a changé. Et rien que pour ça, People Who Meet on Vacation vaut largement le voyage.
Merci Léa. Le film est disponible depuis le 9 janvier sur Netflix. Marie, vous souhaitiez nous parler de ces jeunes artistes encore underground à suivre pour 2026. Et oui Léa, pour bien commencer l'année, quoi de mieux que la musique? Mais qu'écouter en ce début d'année? Entre les classiques et les artistes mainstream, n'y a-t-il pas de la place pour la nouveauté? Donc si tu t'es posé la question, ça tombe bien, j'y réponds. Oui Marie, dites-nous tout, qui sont les artistes à suivre pour cette année? Pas de prédiction sûre et certaine, mais pour cette année, je vous dirais de suivre Sienna Spiro. Son nom commence à se faire entendre un peu partout chez nos voisins britanniques. Elle n'a que 20 ans et on la compare déjà à Amy Winehouse et Adele. Rien que ça. Londonienne, la jeune chanteuse au style vestimentaire 60s et à la voix soul devrait envoûter les auditeurs en 2026. Son titre Die on This Hill s'est même déjà fait une place sur TikTok. Autre artiste underground, autre style. Vous voulez vous vanter en soirée avec votre culture musicale? Vous pourriez aussi dire, mais ne connais-tu pas Kilu, ce chanteur britannique qui se dit un mix de Radiohead et Coldplay? Ah, tu devrais. Bon, alors, c'est qui donc ce fameux Kilu? On sait encore assez peu de choses sur lui, mais sur son site, on peut lire qu'il est bilingue français après être allé à l'école en France. Lui aussi est très jeune, 22 ans, et à l'écouter comme avec son titre How Did They Know, on ressent bien l'influence Coldplay, Radiohead, une mélancolie familière. Et Marie, tu vas désormais nous parler de 2 artistes femmes dont on devrait vite entendre parler. Oui, sur une autre lancée, laissez-moi vous parler de Sofia Isela. À 20 ans, Sofia est l'une de ces artistes femmes qu'il va falloir suivre de près. Elle sort son premier album cette année. Son style très original saura parler à une jeunesse qui en a marre des conventions. Elle aussi cartonne grâce à TikTok, où ses sons comme Everybody Supports Women ou The Doll People évoquent un féminisme assumé et une sensibilité décomplexée. Un usage des réseaux qui est aussi la stratégie d'une autre jeune chanteuse. Oui, qui s'y essaie aussi, Erin LeCounte. À 22 ans, la chanteuse vient de sortir son dernier son, I Believe, qu'elle dévoile via Instagram. Le titre parle du besoin d'avoir des croyances, d'être rassuré dans le monde. La Britannique y dévoile ses mots et s'adresse en même temps à la Gen Z. Sur YouTube, elle réunit déjà une belle communauté. Elle y poste régulièrement des vidéos qui montrent sa progression dans la création de musique. Car Erin LeCounte fonctionne en autodidacte, un peu comme ses influences avant elle, Kate Bush et Imogen Heap. Ces sons en sont largement inspirés, un mélange d'ultra-pop et de pop douce. Enfin, pour ne pas clore ce tableau sans artiste francophone, il me faut vous parler d'une jeune chanteuse qui nous vient de Belgique, Iliona. Son style très électro, assez éthéré, est un mélange de chanter-parler. Dans ses sons, Iliona se livre sans phare sur sa vie, ses espérances, comme avec le titre 23, ou bien le sombre Ça n'existe pas. Elle est depuis au devant de la scène et devrait sûrement se faire encore plus connaître cette année. Son dernier titre sorti, Baby Shoe, est un feat avec Dizzy. Un nom qui devrait vous parler, c'est lui qu'on entend dans Mélodrama avec Théodora. Bon, et maintenant que tout cela est dit, ma question se tourne vers vous. Quel est l'artiste underground que vous aimeriez voir percer en 2026 ? Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels à venir à Nice et dans la région avec vous, Jeanne Moncop. Ce week-end à Nice, 2 journées et 2 ambiances. On commence samedi sous le signe de l'engagement citoyen. La Maison de l'Environnement vous invite à prendre l'air avec une balade botanique dans les jardins du Paillon. Une occasion de redécouvrir la nature en ville sur la toute nouvelle partie de la promenade inaugurée le 18 octobre dernier. Attention, l'inscription est obligatoire et se fait par téléphone. Et si vous préférez réfléchir et débattre, direction la bibliothèque Raoul Mille de 10h à midi pour une conférence éco-citoyenne. Une question centrale y sera abordée, comment les structures démocratiques protègent-elles le droit de l'environnement? Un temps d'échange pour mieux comprendre les enjeux actuels et futurs. Enfin, pour mêler convivialité et solidarité, un loto caritatif est organisé à 11h à la Maison de l'étudiant. Les bénéfices seront reversés à l'association Banque du Numérique qui agit concrètement contre la fracture numérique dans les Alpes-Maritimes. L'occasion idéale de jouer, partager et soutenir une belle cause. Dimanche, changement de décor, le cinéma prend le relais. À 13h45, la Cinémathèque de Nice propose la projection du film japonais Nuages flottants. Un drame poignant de 2h04 qui suit Yukiko, une jeune dactylographe ruinée de retour à Tokyo après la défaite japonaise. Elle espère y retrouver Tomioka, un homme marié avec qui elle a vécu une histoire d'amour intense en Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et pour ceux qui préfèrent une autre ambiance, une alternative à 16h, toujours à la Cinémathèque, avec Cœur de cœur de Francis Ford Coppola. Un film sensible sur un couple, Franny et Hank, usés par la routine après 5 ans de vie commune, après une séparation houleuse, chacun part à la découverte de nouvelles rencontres entre charme, désillusion et émotions douces amères. Un week-end riche et varié, entre engagement citoyen, solidarité et belles émotions sur grand écran. Merci Jade, voilà pour les sorties du week-end à Nice. On jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend. Et aujourd'hui, de belles éclaircies aussi bien le matin que l'après-midi avec des températures agréables comprises entre 8 et 16 degrés. Demain, le ciel sera très nuageux dès le matin, puis une pluie faible s'installera pour le reste de la journée. Les températures seront plus fraîches entre 9 et 14 degrés. Samedi, la pluie sera plus marquée avec des précipitations modérées du matin au soir, comptées entre 10 et 15 degrés. Et dimanche, les averses se poursuivront tout au long de la journée avec des températures un peu plus douces entre 11 et 16 degrés. Un week-end placé sous le signe de la pluie, le parapluie sera votre meilleur allié. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à toute l'équipe pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à Daniel Kolchanov à la régie. Et enfin, merci à vous de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous sur EDG FM.